Avec le sexe et le fric, on détournera toujours les hommes, même les meilleurs. Moi, j'ai croisé des ministres en prison, j'ai croisé des médecins, j'ai croisé des grands flics. À la fin, ça revient au même, hein. Ils sont mis à l'écart. J'en ai vu même se faire tuer hein, en sortant de prison. Hein. Alors, il y a les voyous qui s'approchent de nous parce qu'ils rêvent d'être des grands flics. Et puis, il y a des flics qui sont un peu fascinés par ce grand banditisme. J'estime qu'on a le droit d'évoluer un petit peu à droite, à gauche, de façon à garder le même but. C'est quoi? D'encrester les voyous et pas de se faire encrester soi. Quand il s'est agi de traquer les tueurs de l'OS, on a utilisé des voyous. Hein. Des voyous très costauds, du milieu des Lyonnais d'ailleurs. Il est clair qu'il y a des zones d'ombre partout et il y en aura toujours. On a utilisé pour Michel Néret, en fait, pour l'approcher, pour le tenter, un peu les manœuvres frauduleuses de l'escroquerie, quoi. J'ai évolué dans des eaux troubles, oui, j'ai évolué dans le monde du narcotrafic. Mon activité pendant ces 6 ans d'infiltration au plus haut niveau a permis de saisir plus de 100 tonnes de narco. Si on n'a pas le vice du voyou, on ne fait pas flic. Enfin, on fait flic. On peut faire flic dans un commissariat, on peut faire flic partout, mais on ne fait pas de la répression du banditisme. Les eaux troubles. Les relations entre flics et voyous. C'est un peu l'histoire d'une liaison dangereuse. Deux mondes que tout oppose, qui se tutoient. Le bien et le mal, unis main dans la main. Régulièrement, des affaires ravivent des questions, soulèvent des doutes et attisent les fantasmes. Si leur rouage demeure complexe, elles peuvent cependant être un bon moyen d'explorer cet entre-deux et de comprendre comment certaines unions contre nature se tissent. Un grand flic de France, comme on avait l'habitude de l'appeler, a donc été interpellé et placé en garde à vue ce matin. Michel Néret, numéro 2 de la PJ à Lyon. Ce matin à l'aube, le commissaire Néret a été interpellé à son domicile et placé en garde à vue. Il serait impliqué dans un trafic international de stupéfiants, de corruption et de blanchiment d'argent. La nouvelle a fait l'effet d'une bombe dans le milieu policier. Le commissaire était... En septembre 2011, l'arrestation du commissaire divisionnaire Michel Néret fait l'effet d'une bombe. Une déflagration dans les services de police, suivie d'une tempête médiatique. Un des plus grands flics de France vient de tomber. La PJ lyonnaise est décapitée, les journaux se déchaînent. Mais derrière le côté spectaculaire que prend l'affaire Néret, se cache une réalité mal connue, celle des relations entre police et grand banditisme. Pourquoi? Comment se tissent ces liens? Pour comprendre et tenter d'y voir plus clair, il faut d'abord se rendre rue des Saussaies à Paris. À 2 pas de la place Beauvau se trouve une annexe du ministère de l'Intérieur qui abrite la direction centrale de la police judiciaire. À la tête de la prestigieuse direction, Christian Lotion. Ce grand patron de la PJ a très bien connu Michel Néret. Jusqu'à la fin de l'année 2011, Michel Néret était un commissaire divisionnaire de la police judiciaire, à l'évidence un des meilleurs de sa génération, qui a réalisé ou fait réaliser un nombre important d'affaires. Je dirais que c'était quelqu'un qui était même particulièrement apprécié par ses collègues et par les magistrats, et particulièrement craint des voyous, quoi. Bruno Papet, lui, a servi de longues années aux côtés de Michel Néret. Son témoignage permet d'en cerner encore mieux la personnalité et les méthodes. Michel Néret, taillé pour ça, taillé pour faire le flic et diriger aussi, parce que c'était un grand dirigeant, mais alors un homme de terrain, toujours avec nous. S'il y avait un flag, on cherchait le flag tout le temps. Le flag, un braquage par exemple, surtout. Si on était averti avant, on allait se positionner pour essayer de prendre les voyous, non pas pendant, parce que pas comme au cinéma, rendez-vous, vous êtes cerné, et puis c'est là que c'est Fort Chabrol que ça tire, qu'ils prennent en otage, non. Mais de les prendre à la sortie, les filocher et les choper autant que possible, en douceur, si c'est possible. Quitte à ne laisser faire et attendre le coup d'après. C'était ça notre boulot, la recherche permanente, éventuellement le flag, de façon à présenter une équipe bien constituée, avec des faits bien clairs à la magistrature qui attend ça, elle. Quand il y avait un flag, il venait.
avec nous. Il ne dirigeait pas derrière la radio du PC. Hein. Il se mouillait et il était devant. Et s'il fallait sauter sur les mecs, il y était. Dangereux ou pas dangereux. Hein. Bon, en général, c'était plutôt dangereux, surtout après un braquage. Ils sont chauds, les costauds. Hein. Michel Néret, grand flic, numéro 2 de la PJ lyonnaise, mais flic de terrain. À son actif, de gros coups et des saisies de drogue records, notamment dans le démantèlement des go-fast. Ces puissants véhicules, parfois modifiés et transformés en véritables bombes roulantes qui servent au trafic de stupéfiants, empruntant les axes autoroutiers. Voilà pour le personnage principal. Mais quel est le décor ? Lyon a toujours été considéré au niveau national comme une plaque tournante. On a sur la région lyonnaise l'implantation de réseaux structurés très lourds qui bénéficient en plus d'implantations dans le sud de l'Espagne très importantes, historiquement très importantes. Donc on a vraiment sur Lyon des réseaux qui font rentrer des quantités très importantes qui vont redistribuer ensuite sur le grand quart sud-est de la France. Lyon est plus discrète que Marseille, Paris ou Grenoble pour le grand banditisme. Pourtant, la ville est le cœur d'énormes réseaux de trafic internationaux de stupéfiants, mais aussi le théâtre régulier de braquages à main armée. Les équipes locales de voyous ont toujours compté parmi la crème du grand banditisme, donnant pas mal de fil à retordre aux flics locaux. Mais c'est loin de Lyon que débute réellement ce qui va devenir l'affaire Néret. En novembre 2010, dans un appartement cossu de Neuilly, la brigade des stupes de Paris fait une descente. Elle procède à l'arrestation de plusieurs malfaiteurs et saisit 111 kilos de cocaïne. Mais plusieurs voyous échappent ce jour-là aux enquêteurs qui décident de mettre les trafiquants sur écoute téléphonique. Elles vont révéler une relation entre cette équipe de personnes recherchées et un personnage important de la police lyonnaise. Que Michel Néret apparaît sur les écrans radars. Dans un premier temps d'ailleurs, dans un rôle pas défini, je dirais simplement être en contact avec des gens qui apparaissent comme des participants ou des proches des participants à l'affaire traitée par la PJ Paris. Et puis, je dirais malheureusement, ce rôle va se préciser et va prendre une tournure défavorable dans les semaines qui vont suivre. C'est loin de ces bases lyonnaises, dans les bureaux parisiens de la police des polices, que Michel Néret vient de passer les 24 dernières heures en garde à vue. Placé en garde à vue par l'IGS, la police des polices, le commissaire est ensuite placé en détention à la prison de la Santé et mis en examen pour association de malfaiteurs et trafic de stupéfiants. Le super flic, chouchou des médias, superstar de la PJ, le cauchemar des voyous est à son tour jeté en prison. L'histoire est trop belle et l'image fait la une. Mais comment des voyous fichés au grand banditisme peuvent-ils être en contact avec celui censé les arrêter ? Depuis quand et où se sont nouées ces amitiés d'un genre spécial ? Dans la brillante carrière de Michel Néret, un passage pourrait expliquer cela. Un passage sous forme de mutation. Le commissaire quitte Lyon pour Nice. Déjà, ce qui change pour lui, c'est que ça fait 20 ans qu'il est à Lyon. Il découvre un nouvel univers. Je dirais, il découvre un territoire qu'il connaît peu, un territoire où il y a là aussi un véritable milieu. Je dirais, c'est un territoire où les affaires criminelles sont importantes, où il y a des équipes de malfaiteurs d'un certain niveau. Après, il y a eu également pour lui l'apprentissage de la vie loin de Lyon, loin de ses bases, quoi. Seul, confronté à un environnement nouveau pour lui, le commissaire Néret applique ses méthodes et connaît d'excellents résultats à la tête de la police judiciaire de Nice. Mais il fait aussi à cette époque la connaissance de voyous de très haut niveau, spécialisés dans l'escroquerie. On a utilisé pour Michel Néret, en fait, pour l'approcher, pour le tenter, un peu les manœuvres frauduleuses de l'escroquerie, quoi. Il était devenu quelqu'un d'attiré par un peu ce qui brillait, alors que ce n'était pas forcément le cas avant, quoi. Voilà. Donc je crois que ces gens-là ont peut-être parfaitement perçu cette fragilité, cette faiblesse momentanée, et ils se sont engouffrés là-dedans, et pour lui, il considérait vraiment, je crois qu'il l'a dit d'ailleurs quand il a été interpellé, ces gens sont mes amis, je crois que maintenant il a dû changer d'avis. Nouvelle mutation professionnelle et retour à la case départ pour le commissaire Néret qui retrouve la PJ lyonnaise, avec dans ses bagages de nouvelles amitiés parmi la pègre. Mais c'est toujours sur le terrain qu'il renoue avec ses succès.
En matière de MDMA, d'ecstasy, 110 kg en poudre, c'est une saisie record sur le territoire. Toujours de belles affaires de stupéfiants, et toujours en flagrant délit. Les succès du commissaire n'ont d'égal que son goût pour la provocation. Je reçois un appel de Néré, qui avait l'habitude d'appeler en masqué. Et il me dit, dis donc, on vient de faire 115 kg d'héroïne et 55 de cocaïne. C'est le record national en France de la saisie d'héroïne. Valeur marchande, 5 millions d'euros sur la table. Et cet imbécile heureux, mais c'est plutôt affectif quand je le dis, hein, il raccroche, et je me dis, mais pourquoi il m'a appelé pour m'annoncer ça? Tant mieux pour lui s'il a fait ça, mais... Et 2 secondes après, j'ai ses collègues de la brigade des stupes qui m'appellent en me disant, Maître Metaxas, vous êtes l'avocat des personnes. Mais lui, il ne me l'avait pas dit, ça. Ça, c'est du Michel Néré. On savait que c'était l'homme du renseignement. C'était d'ailleurs quelque chose qu'il revendique, lui, hein, et qu'il revendique encore, même dans mon dossier, puisque son affaire est devenue mon affaire. Mais il le revendique. Et il a raison, il est assez honnête là-dessus en disant « j'ai des informations, j'ai des indicateurs où on fait de l'infiltration ». Il revendique ce type d'enquête-là. C'est interdit, moralement c'est dégueulasse, je le dis comme je le pense, mais ça a amené à des résultats, ça c'est incontestable. Néré, l'homme du renseignement, et au dire de sa hiérarchie, l'un des meilleurs flics de sa génération, semble avoir franchi la ligne jaune et amorcé une longue descente aux enfers qui le mènera de la tête de la PJ lyonnaise à la radiation à vie. En apparence, les faits retenus contre Michel Néré sont graves. Cadeaux de luxe, voyage à l'étranger, séjour dans des palaces offerts par des voyous. Et apparemment, le commissaire ne se serait pas contenté de recevoir. Et puis de nouvelles révélations sur l'ex numéro 2 de la police de Lyon, mise en examen et écroué pour association de malfaiteurs. Le site internet de Paris Match affirme que Michel Néré a vendu à des membres du grand banditisme des fiches de police les concernant, des fiches vendues jusqu'à 50 000 € pièce. L'affaire Néré est en réalité l'arbre qui cache la forêt, la partie apparente de l'iceberg. Ce qu'il y a réellement derrière relève du métier de flic de PJ à proprement parler, de ses risques et de ses méthodes, des liens entretenus avec les indiques. L'affaire Néré, elle pose forcément le problème des relations entre banditisme et policier. Policier, banditisme, avocat, mais derrière avocat, il faut voir juge aussi. Tout ce monde-là, il était méchamment lié. Et qu'on fonctionne tous l'un avec l'autre. Officiellement, les différents dossiers de braquage ou de trafic de produits stupéfiants qu'on a eu à Lyon ces dernières années, et il y en a eu beaucoup, commençaient par des renseignements anonymes. C'est-à-dire qu'on a, selon le procès verbal, un policier qui est tranquillement assis dans son bureau et qui, dit-il, on sait que c'est faux, hein, mais c'est retranscrit comme ça, reçoit d'une personne qu'il ne connaît pas, pour une raison qu'il ne connaît pas, un appel téléphonique au service d'une personne qui lui dénoncerait d'autres personnes. Ça ne se passe pas comme ça. On n'arrive pas sur une saisie de 115 kg d'héroïne en claquant des doigts. On savait que c'était des indicateurs. Pourquoi? Parce que très rapidement, les gars, mais mes clients eux-mêmes ont compris. La précision du renseignement était telle que c'était forcément des gens qui étaient dedans. Et on a une des dernières affaires où là, les gars, ils sont surveillés par la police judiciaire avant même de commettre le braquage. Les garçons étant filmés, photographiés, surveillés quand ils partent faire le braquage. Et ils seront encore, après le braquage, sur ces mêmes braqueurs, puisqu'ils vont assister à l'échange de la voiture relais et qui voient les braqueurs cagoule relevée, kalachnikov à la main, avec le butin. C'est dire l'efficacité du renseignement de Michel Néré. La méthode, le système des indices fonctionne à plein régime sous Michel Néré. C'est lui, personnellement, qui détient le renseignement. Et la qualité du renseignement dépend directement de celle du voyou. En gros, plus le voyou est voyou, plus l'affaire sera belle. Le jeu est risqué, mais il en vaut la chandelle pour le grand flic lyonnais. Ces méthodes sont considérées par la profession comme étant celles d'un grand flic à l'ancienne. Un flic à l'ancienne, il se mouille un peu, il est obligé de se mouiller un peu. Le code de procédure pénale, c'est quelque chose de très rigide, il y a un code de déontologie aussi. À partir du moment où on n'attaque personne, où on ne fait pas de mal, où on ne prend pas d'argent pour le mettre dans sa poche, j'estime qu'on a le droit de
d'évoluer un petit peu à droite, à gauche, de façon à garder le même but. C'est quoi? D'encrester les voyous et pas de se faire encrester soi. Je pense que quand on parle de Néré, flic à l'ancienne, on veut dire que Néré, c'est quelqu'un qui travaillait avec des informateurs, qui ne voulait pas forcément faire savoir quels étaient ces informateurs, qu'il avait peut-être, je dirais, une grande proximité avec certains d'entre eux. Et je sais que garçons comme Michel Néré travaillaient beaucoup au feeling. À une époque, on appelait ça au béguin, quoi. Mais il prenait des risques tout le temps. Et sur ce plan-là, bien sûr, il allait, lui, il sortait la nuit, il sortait le soir. Il nous encourageait à y aller, on y allait un petit peu. Moi, c'était pas mon truc, hein, franchement. Je le faisais parce que quelquefois, on était forcés de le faire. Il fallait bien. Pas lui qui nous imposait, hein, mais c'est l'enquête qui nous poussait à aller voir. Combien de fois j'ai pris un café ou un whisky à côté des voyous qui ne me connaissaient pas. Après, ils nous connaissent, bon, c'est différent. Michel Néré aimait ça, lui. Il l'a fait. Et il l'a fait tout le temps. Et c'est dangereux. Le but de ce rapprochement flic-voyou est la recherche du renseignement. Mais qui sont ces indiques? Comment sont-ils recrutés? Et qu'est-ce qui les pousse à livrer l'information? Pour répondre à toutes ces questions, il faut se rendre à Paris, au siège d'un célèbre quotidien. Christophe Cornevin est grand reporter au Figaro. Spécialisé sur les questions de sécurité, il a récemment consacré un ouvrage référence sur le sujet. Pour le voyou, pour l'indique, c'est l'intérêt du pacte avec la police. Il est très simple, c'est que la policier, pour lui, représente une espèce de gagne-pain, parce que le policier peut lui donner de l'argent, et c'est aussi une assurance-vie, parce que ça lui permet d'évoluer dans le milieu en bénéficiant peu ou prou de certaines protections. Pour le policier, le deal prend une autre forme, c'est-à-dire que l'indique est en quelque sorte le prolongement de son bras. C'est le faux nez qui permettra aux policiers d'être à la fois dehors, donc dans le milieu de l'enquête, et dedans, dans le milieu du banditisme. Les indiques, par définition, c'est des gens qui baignent dans le milieu. Vous n'aurez aucun indique, ou c'est absolument rarissime, qui soit boucher, boulanger ou facteur. Pour être indique, il faut avoir des informations qui soient de nature à intéresser les services. Donc il faut être inscrit dans le tissu délinquant. C'est des gens qui sont recrutés très souvent en garde à vue. Ils peuvent être recrutés aussi en prison. Éventuellement, vous recevez la visite de policiers et si vous commencez à donner des informations, ça peut vous permettre de vivre un peu mieux. C'est aussi des gens qui sont encore dehors et qui sont dans le milieu de la drogue notamment. Au pied des cités, il y a une guerre qui est féroce pour essayer de conquérir des marchés, des halls d'immeubles, etc. Et donc l'idée, c'est d'éliminer aussi des bandes concurrentes. Donc devenir indique peut devenir intéressant pour son propre business. De la criminalité des banlieues à la crème du grand banditisme. Les indiques apportent le renseignement pour des raisons multiples. Faire tomber un réseau concurrent, éliminer une menace, protéger leurs propres affaires, mais aussi parfois par plaisir, par jeu. Leur rôle sur l'échiquier policier est tel que beaucoup de flics reconnaissent qu'en réalité, il ne pourrait pas y avoir de PJ sans indique. Parmi ceux-là, Lucien Aimé Blanc. Il fut directeur adjoint de l'anti-gang, directeur adjoint de la brigade des stupes de Paris, ancien patron de l'Office central de répression du banditisme. Il est considéré comme un grand flic, un flic à l'ancienne. Petit voyage dans les eaux troubles. Moi, je ne crois pas aux méthodes d'infiltration. Si vous voulez, bon. Méthode d'infiltration, comment voulez-vous infiltrer un flic dans les gangs de la banlieue sud de l'époque ou dans le gang des frères Zemmour? Vous ne pouvez pas infiltrer quelqu'un dans le gang de Tanis Zampa, ils se connaissent tous depuis l'enfance, ou dans le gang de Francis le Belge. Bon, c'est pas possible. Donc, la seule façon d'approcher, c'est la surveillance extérieure qui exige beaucoup de choses, beaucoup de matériel, surveillance de filature, de planques, d'écoutes téléphoniques qu'on n'avait pas, ou alors la manipulation d'informateurs. Aimé Blanc officie à l'époque dorée du grand banditisme et du trafic international de stupes. Au milieu des clans Zampa, Zemmour et autres Francis le Belge, la lutte contre la French Connection bat son plein. Aimé Blanc devient un maître dans la manipulation d'indiques. Pour vous dire où on allait assez loin, c'est qu'on avait monté un système avec d'ailleurs l'accord du Bureau des narcotiques américain et des policiers canadiens. Quentin de Kercadiou
partait avec 20 kilos d'héroïne. Moi, j'accompagnais à cette époque-là Quentin de Kercadio à Orly. Quand il arrivait à Montréal, c'était Poisson qui était à l'époque le responsable des stupes de la police montée qui le recevait, qui sortait l'héroïne. L'héroïne partait ensuite à New York. À New York, elle était vendue sous les yeux des Américains qui contrôlaient la vente, mais qui laissaient vendre quand même les 20 kilos qui finissaient dans les bras des junkies, et l'argent revenait. Et au troisième passage, on a arrêté tous les trafiquants marseillais qu'on n'aurait jamais pu arrêter si on n'avait pas utilisé ces méthodes. C'est-à-dire que là, on était carrément complices, et pourtant c'était le moine qui était le patron à l'époque, et tout le monde connaît sa rigueur. On était complices pratiquement d'un trafic de stupéfiants. Sa connaissance du milieu parisien, de ses réseaux, de ses codes est extraordinaire. En tant qu'ancien patron de la Mondaine, brigade délivrant les autorisations de nuit aux établissements parisiens, Aimé Blanc dispose d'un fantastique réseau d'indicateurs, constitué de dizaines de prostituées, proxénètes et autres patrons de bars. On nous appelait les nuiteux. Il suffisait de sortir la nuit dans Paris, on rencontrait dans des bars de putes ou des bars de voyous, on rencontrait beaucoup de flics des brigades territoriales de droite et gauche. Bon, alors peut-être que certains joignaient l'utile et l'agréable. Bon, hein, si vous voulez, à cette époque-là, on avait ce goût. Et d'ailleurs, la hiérarchie aimait bien ce genre de flics, parce que les patrons avaient fait les mêmes choses avant nous. Et les flics de terrain étaient très, très considérés. Le reste de l'actualité, c'est d'abord les suites de l'évasion de Jacques Messrine hier matin. L'homme qui avait écrit dans son livre « On ne s'évade pas de la santé ». C'est dans le cadre de la traque de Jacques Mérine qu'Aimé Blanc va particulièrement s'illustrer. C'est lui qui est aux trousses de l'ennemi public numéro 1, celui qui tient en échec tous les services de police français depuis des années. Cependant, un élément va venir renverser l'ordre des choses. C'est la séquestration par Mérine d'un certain Jacques Tillier. Rappelons les faits. Jacques Tillier, 32 ans, journaliste à l'hebdomadaire Minute, ancien policier à la DST à Tours. Jacques Tillier a un rendez-vous. Il a rendez-vous avec un homme qui se fait appeler Monsieur Paul et qu'il rencontre devant la mairie du 13e arrondissement. Cet homme, barbu, portant des lunettes, Tillier va dire « c'est Mérine, c'est lui ». Immédiatement, Mérine emmène Jacques Tillier en voiture devant l'entrée de cette grotte. Là, le journaliste est traîné... Sous prétexte d'un interview, le journaliste a réussi ce qu'aucun flic de France n'est parvenu à faire, mettre la main sur Jacques Mérine. Mais l'interview tourne rapidement court et le journaliste est sauvagement agressé par le gangster. Après lui avoir infligé une sérieuse correction et lui avoir tiré 3 balles à bout portant, dont l'une lui traverse la mâchoire, Mérine laisse Tillier pour mort. Mais le journaliste survit. Et vous avez réussi à le retrouver comment? Ça, c'est mon problème. Et je ne peux pas dire c'est monsieur Untel qui m'a amené à monsieur Messrine. Ça, je ne peux pas le dire. Je n'ai pas le droit de le dire. Mais en tout cas, ce que je peux quand même vous dire, c'est que ces gens-là qui m'ont amené à monsieur Messrine, parce que vous pensez tout de même pas que c'est Messrine qui m'a, lui tout seul, qui a pris Tillier. Il y a des gens qui sont portés garants pour moi. Comme il y a des gens qui sont portés garants pour Messrine vis-à-vis de moi. Ces gens-là ont été trompés. Ces gens-là sont des voyous. Ces gens-là sont un code, quoi qu'on dise Messrine. Et peut-être qu'ils auront un jour quelque chose à dire. Voilà. Tillier, grièvement blessé, ne cache pas sa soif de vengeance et invoque les codes du milieu. Depuis sa chambre d'hôpital, le journaliste convoque Kopf et Carbonel, les 2 voyous qui lui ont permis de rentrer en contact avec Mérine, mais aussi le commissaire Aimé Blanc. Tout ce petit monde se retrouve donc au chevet du malade. Quand Jacques Tillier est maltraité, presque abattu, il me présente Christian Kopf et Carbonel. Et moi, je dois les mettre en confiance parce que ces gens-là me disent « nous, on n'est pas des indiques ». J'ai dit « écoutez, à cause de vous, Tillier est presque mort. Maintenant, on va jouer les voyous et on va chercher Mérine ensemble. » On avait donné 2 armes de poing et on est parti sur tout un circuit. On a trouvé un studio pour Christian Kopf qui était lui-même recherché pour l'enlèvement du président Petit. Il avait un mandat d'arrêt et moi je le fréquentais tous les jours. Dans les règles actuelles, c'est pas possible. Mon directeur était au courant. Pendant 1 mois, le commissaire Aimé Blanc, flanqué des 2 truands fichés au grand banditisme auquel il a donné des armes de gros calibre, sillonne les rues du 18e.
le fief de Mérine, espérant que Kopf et Carbonel le reconnaîtront parmi les passants. Est-il possible d'aller plus loin dans les eaux troubles? Finalement, c'est Charlie Bauer, le complice de Mérine qui est repéré, puis filé par les hommes d'Aimé Blanc. Très vite, ce sera au tour de Mérine d'être localisé par les hommes de l'anti-gang. La suite, on la connaît. Celui que l'on appelait l'ennemi public numéro 1 avait le corps criblé de balles, le visage défiguré. Sa ceinture de sécurité était bouclée. Visiblement, il n'avait pas eu le temps d'esquisser le moindre geste. Sur place, les témoins le confirmaient, la fin de Mesrine n'avait duré que quelques secondes. En 2008, Aimé Blanc révélera dans un livre que pour dédommager Kopf et Carbonel, il les couvrira sur un cambriolage d'un hôtel particulier parisien. Pendant toute une nuit, le commissaire et ses hommes feront une planque un peu spéciale dans leur véhicule de police, couvrant le casse que les deux truands sont en train d'effectuer sous leurs yeux et leur garantissant que d'autres policiers ne viennent pas les arrêter. C'est pas une police très propre, c'est clair. Mais c'était le seul moyen d'avoir une efficacité, si vous voulez. En vérité, dans les grosses affaires, il y a toujours quelque part, bien souvent à l'origine, un informateur. C'est pas 100%. On peut faire des affaires sans informateur, mais dans la plupart des cas, il y a un informateur. L'indicateur n'est pas une figure récente. Il a toujours existé. Certains sont même devenus des personnages célèbres, des héros de la littérature. C'est un lien contre nature qui existe entre flic et indique. Et le flic fera tout pour protéger sa source, garantir son anonymat. C'est l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir en 1981 qui marquera le changement d'époque dans les méthodes, la faille historique entre le flic à l'ancienne et le flic moderne. C'est l'avènement de la transparence. Tout doit être clair, fini les eaux troubles. 10 ans plus tard, l'arrivée de nouvelles technologies permet aux policiers d'obtenir le renseignement différemment. La volonté de transparence et les progrès techniques auront pour effet d'éloigner le flic du terrain. Mais si le recours aux indices ne disparaît pas, le rapport à l'informateur est en pleine mutation. Mais au fil des années, il est une chose qui ne changera pas. C'est le deal qui existe entre flics et indiques. Le type qui va trafiquer sur des tonnes et qui va vous donner 5 kilos, on ne fera rien pour lui. Celui qui, au contraire, trafique sur 5 kilos, vous donne des tonnes, peut-être que le magistrat informé, parce que je crois qu'il est important, moi c'est quelque chose, j'ai toujours agi en toute transparence avec les magistrats, c'est important d'être transparent avec les magistrats, dire effectivement, j'allais dire entre guillemets, il est peut-être mieux dehors celui-là avec un sursis, plutôt qu'en prison. Après, il va un peu de l'intérêt de la société, de la justice, voilà, je crois que c'est un ensemble. On ne navigue pas en eau trouble sans courir de risques. Et pour les voyous qui transgressent les codes, être un indique représente évidemment un risque immense. L'indique, c'est quelqu'un qui fait du funambulisme entre le bien et le mal, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui continuera à avoir ses activités délinquantes et en même temps, c'est quelqu'un qui risque énormément s'il se fait prendre en flagrant délit de balance. Il faut savoir que dans le milieu, être indique, c'est-à-dire balancer des informations, c'est presque le crime suprême. C'est quelque chose qui peut généralement entraîner la mort. J'entends beaucoup de choses, moi, sur le nouveau banditisme. Celui qui serait détaché... à Lyon, on avait le gang des Lyonnais qui faisait un peu la référence en la matière, où il n'y aurait plus de valeur. C'est faux. Il y a au moins encore une valeur, même dans le nouveau banditisme. En gros, c'est qu'on ne balance pas. Dans le cadre de l'enquête sur l'affaire Néré, les noms de 4 informateurs ont fuité et se sont retrouvés aux mains du grand banditisme, puis de la presse. Quelques jours après la diffusion des noms des indiques, 3 hommes montent de Marseille et sillonnent un quartier de la banlieue de Lyon, à la recherche d'un des individus. David Metaxa lui-même, avocat, s'est retrouvé dans une situation extrêmement délicate. Alors qu'il est en garde à vue du fait des relations proches qu'il entretient avec Michel Néré, un journaliste lyonnais écrit un article dans lequel il émet l'hypothèse que Metaxa puisse être un des informateurs du commissaire. Jamais je n'ai donné la moindre information à Michel Néré. Si j'ai écrit un livre peu de temps après, c'est uniquement pour ça, sauver ma vie. Dire « je suis pas un indicateur ». Je sais qu'en banlieue, la rumeur a circulé que je pouvais être à mon tour un indicateur. Et puis après, les gens se sont dit « mais est-ce que David savait au fait ? Est-ce que David, l'avocat, savait qu'on allait faire un go-fast ? Savait qu'on allait faire un braquage ?» C'est là qu'ils se sont mis à raisonner, ils se sont dit « mais en fait non ». Mes proches me disent « c'est trop compliqué ». Tu dois gérer les procureurs,
les policiers, les juges, tes clients. Il faut que tu sortes de ça. Je veux pas mourir, hein. Mais je veux pas non plus arrêter parce que j'ai peur. J'ai pas peur. J'ai pas peur d'eux. S'ils veulent venir me mettre une balle dans la tête, ils y arriveront en claquant des doigts. Mais j'ai pas peur. Si les indiques courent des risques importants, il en est de même pour les flics qui évoluent dans ces eaux troubles. Le risque d'être manipulé par l'indic existe réellement. Certains d'entre eux cherchant à se payer un flic comme informateur. Jeu subtil donc, où le policier doit garder en permanence le contrôle. Mais une autre source de risque concerne la rémunération des indiques. En échange des informations fournies, il arrive que les représentants de l'ordre donnent de l'argent ou de la drogue directement prélevée sur les saisies, dans la plus grande illégalité. Si vous redonnez de la drogue, par exemple, à un indic, et que cet indic le réinjecte dans le milieu, déjà, c'est un peu une démarche un peu schizophrénique pour le policier. C'est-à-dire qu'en fait, il donne de la drogue à quelqu'un du milieu alors qu'il devrait plutôt la retirer du circuit. Et en plus, cette drogue peut être parfois mortelle. Pendant très longtemps, la gestion de l'indic a été un véritable casse-tête pour les policiers. C'était un peu la combine et le système D érigé en mode de fonctionnement occulte. En gros, les policiers pouvaient donner jusqu'à 10% des saisies pour rétribuer l'indic, parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen de le faire. Il était donc nécessaire de faire évoluer le système. En 2002, une affaire fait scandale et vient servir de détonateur. 3 officiers de la brigade d'Estubes des Hauts-de-Seine sont mis en examen. L'affaire révèle des détournements de drogue afin de rémunérer un indic. Une pratique illégale à propos de laquelle la police fermerait les yeux. Ces révélations relancent le débat sur la rémunération des indics et mènent à leur encadrement légal. Les eaux troubles s'emparent de l'Assemblée nationale. La réalité du terrain, c'était quoi? Il n'y avait aucune réglementation. Et donc, en clair, je schématise, mais tu m'aides à saisir 10 tonnes de drogue, je te laisse quelques kilos pour toi et tu te rémunères là-dessus, et je ferme les yeux quand tu les deals. C'est un système de fou. Monsieur le ministre de la Justice, mes chers collègues, l'article que nous allons maintenant discuter est issu de l'un des amendements que j'avais déposés lors de la première lecture de ce projet de loi, que nous avions d'ailleurs adopté, et qui avait pour objet de donner un fondement légal à la rémunération des indicateurs de police et de gendarmerie. C'est dans le cadre de la loi Perben 2 que Thierry Mariani propose un texte donnant un cadre légal à la rémunération des indics. Le projet prévoit de payer officiellement ces derniers sur un budget de l'État prévu spécialement à cet effet. Mais le sujet est tabou et l'idée ne va pas s'en choquer une grande partie de l'hémicycle. Vous légalisez ainsi une bien pitoyable pratique. J'allais dire, vous fonctionnalisez ces auteurs. Ce qui est immoral et bien plus immoral, c'était de continuer, excusez-moi, avec le système de faux cul du moment. Simplement, répondant quand même à notre collègue Vaxès qui disait c'est un pas de plus, un pas de trop, un pas plus immoral. Franchement, mon cher collègue, on ne fait que proposer pour la police et la gendarmerie ce qui existe pour les douanes depuis des années. La réalité, c'est quoi? La plupart des grosses affaires, on peut en faire par accident. On peut en faire par un travail, j'allais dire ingrat, long, mais on en fait aussi beaucoup par information. On ne combat pas les voyous avec des méthodes d'archevêque. Voilà. Donc, moralement, bien sûr que ce n'est pas l'idéal. Mais le grand banditisme, ce n'est pas Walt Disney. La loi Perben 2 sera finalement votée et les lignes budgétaires dégagées, laissant la place en 2004 à un nouveau système censé protéger les policiers en leur évitant des pratiques illégales. Alors maintenant, comment ça marche? Les indics, dans le temps, c'était système D. La débrouille, les 10%, on met tout sous le tapis, on dit rien au juge. On essaie de faire ça entre amis, entre guillemets, amis, flics et voyous. Maintenant, il y a un système de transparence qui est très simple. Chaque indic, pour travailler avec la police, doit rentrer dans un fichier. Et après, qu'est-ce qu'il donne par an, parce qu'ils sont gérés comme des vraies petites PME, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils rapportent à la police. Maintenant, il est officiellement rémunéré par une enveloppe du ministère de l'Intérieur. C'est en cash, hein, c'est net d'impôts. Il signe une décharge. Cette décharge, c'est sur un bordereau. Le bordereau rejoint un coffre et lui repart avec son argent. Malgré la volonté d'améliorer le système, certains policiers sont sceptiques. Je ne pense pas que ce soit très efficace au niveau des informateurs. Dans les années 75, j'ai été contacté par Edgar Zemmour, c'est pas n'importe qui. Edgar Zemmour m'a donné rendez-vous dans un bar à côté du service, d'ailleurs, au Griffon, c'est pas caché.
Et il me dit, mais Blanc, moi, je suis prêt à vous balancer tous mes ennemis si vous me couvrez sur mes activités. Bon, j'aurais proposé à Edgar Zemmour 10 000 ou 20 000 euros, il aurait rigolé au nez, quoi. C'est pas possible, quoi. Tout n'est pas affaire d'argent, et le côté humain et relationnel reste un élément clé du rapport flic indique. Certains refusent donc d'adopter le nouveau système et continuent officieusement à fonctionner à l'ancienne. Les informateurs sont des personnages de l'ombre. Difficile de mettre un visage, encore moins un nom sur ces êtres mystérieux. Certains pourtant sont sortis de l'anonymat. C'est le cas de cet homme. Il fut l'un des meilleurs informateurs que les douanes aient jamais connus. Son nom de code, NS55. J'ai été approché par un officier supérieur des douanes qui est venu me rendre visite à Gibraltar pour m'embaucher. Gibraltar est connu comme étant à l'époque, était connu comme étant une place en fin de compte de première chose de blanchiment. Deuxième chose, une base logistique pour organiser les trafics de cannabis au départ du Maroc sur la France. Et également comme base de transfert de la cocaïne. Donc c'était tout l'intérêt qu'avaient les douanes en m'embauchant d'avoir quelqu'un sur place pour faire un travail de renseignement, puisqu'à l'origine j'ai été recruté pour faire du renseignement. Alors qu'il fait escale avec son voilier à Gibraltar, Fievé est donc approché par les douanes pour jouer le rôle d'informateur. Lui qui n'est qu'un simple civil et qui n'a aucune formation, va très vite se retrouver emporté dans une aventure hors du commun. Ma mission a évolué assez rapidement, à savoir qu'après une première rencontre avec le ministre de l'époque, le ministre du Budget, qui n'était autre que Michel Charasse, très vite on m'a demandé d'infiltrer, et donc d'entrer en tant qu'opérationnel dans des organisations criminelles. Et donc petit à petit, j'ai fait du transport avec mon propre bateau de marchandises illicites. Sous contrôle, en fin de compte, des douaniers français. Le skipper Fievé devient donc passeur de drogue pour le compte des autorités françaises. Il rencontre des opérations aux douanes qui saisissent régulièrement les cargaisons. Mais les événements prennent une autre dimension lorsque Fievé entre en contact avec Claudio Locatelli, un redoutable narcotrafiquant appartenant à la mafia italienne. Donc ce qu'il cherche, lui, c'est d'avoir quelqu'un sur lequel il puisse compter totalement au niveau de la fiabilité du résultat de transport. Très rapidement, je suis approché pour faire un premier transport d'une quantité qui n'est pas importante, ça devait être 1,5 tonne ou 2 tonnes sur l'Italie. Mais très vite, on se rend compte avec les douanes françaises que l'homme en question bouge des quantités impressionnantes, c'est-à-dire qu'il doit bouger entre 10 et 15 tonnes de cannabis, puisque au début, on ne parle que de cannabis, il bougeait entre 10 et 15 tonnes par semaine de cannabis sur l'Europe. Et très vite, on va évoluer vers la cocaïne, et bon, c'est tout. Fievé joue donc un jeu extrêmement périlleux. Proche de Locatelli, il permet ainsi aux douanes d'intercepter de nombreuses cargaisons, sans éveiller les doutes du trafiquant italien. Les rapports des douanes sur l'agent NS55 sont dithyrambiques. Mais l'infiltration parmi les narcotrafiquants est ultra dangereuse, et Fievé a de plus en plus de mal à l'assumer, au péril de sa vie. Il est arrivé que mon officier traitant me téléphone dans le restaurant que j'avais sur la Costa del Sol et que Locatelli était à côté de moi et que j'ai eu beaucoup de peine à justifier un appel d'une personne qu'il ne connaissait pas. J'ai contrôlé la situation pendant les 2-3 premiers mois et qu'après 3 mois d'infiltration, puisque je n'étais qu'infiltré, j'ai perdu tout contrôle de l'activité. Et derrière moi, les autorités douanières françaises ne suivaient pas le mouvement et n'assumaient absolument pas, leur devoir, soit en me protégeant, soit en interceptant. Fievé ignore qu'il est en fait pris dans une enquête dirigée par le service des narcotiques américains, qui dépasse le cadre de ses propres opérations pour les douanes françaises. Ce sont les Espagnols qui passent à l'action. En arrêtant Locatelli, il démantèle le réseau, au sein duquel Marc Fievé occupe une des places les plus importantes. Ce sont les autorités canadiennes qui exigent alors son extradition pour la saisie sur ce navire d'une cargaison de plus de 6 tonnes de cocaïne. La saisie est un record et Fievé apparaît comme le responsable de l'opération. Arrêté, il est alors déféré devant la justice canadienne.
Une fois que je suis arrivé au Canada, j'y allais pour plaider non coupable des faits qui m'étaient reprochés et d'amener les éléments en fin de compte de ma défense. Et j'ai reçu la visite de très hauts fonctionnaires français, l'un qui était l'attaché douanier en poste à Washington, l'autre qui était directeur à l'époque des douanes à Marseille, accompagné du consul général de France, qui sont venus me voir dans mon pénitencier de maximum de sécurité, dans lequel j'étais enfermé sans étiquettes, sans numéro, pour me dire un soir: Marc, dans cette affaire, tu plaides coupable, tu ne fais pas chier les autorités canadiennes, on s'arrange pour te ramener en France, et là, on trouvera les moyens de te faire sortir. Donc j'ai joué le jeu, j'ai plaidé coupable, j'ai été condamné à perpétuité, je n'ai pas fait appel. J'ai été transféré au bout de 11 mois en France. Et quand je suis rentré en France, les autorités douanières, et en particulier François Auvigne, qui est un directeur général des douanes, qui est passé quelques mois à la tête de la direction générale des douanes, a refusé d'intervenir, arguant du fait qu'il n'avait pas assumé les décisions prises par ses prédécesseurs. L'aviseur, terme technique utilisé par les douanes pour indique, condamné à perpétuité, passera finalement 11 années derrière les barreaux, lâché par ceux pour qui il faisait du renseignement. Aujourd'hui, en liberté conditionnelle, Marc Fievé tente de reprendre une vie normale, tout en essayant d'obtenir réparation pour toutes ces années d'emprisonnement. L'histoire de l'informateur NS55 fait le trait d'union entre réalité et fiction. Elle a même été adaptée par le cinéma récemment. Un aviseur, monsieur Duval, on appelle ça un aviseur. Pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que j'ai gagné? 10% de tout ce qu'on récupère. Tu comptes balancer tous les mecs qui passent par ici? Tu vas où, là? Clara, ouvre les yeux. Tu vois bien que c'est pas la vie qu'on avait envie d'avoir. Ça, c'est pas nos rêves. On n'est pas parti pour ça. Désormais, tout le monde fait dans la drogue, monsieur Duval. Ce que tu fais, c'est pas digne d'un père. Personne ne doit savoir qu'il a travaillé pour nous. On laisse pas de traces. J'ai plus confiance en toi, Milliman. J'ai plus confiance en personne. Monsieur Duval, vous êtes un menteur et vous avez peur. Sois jamais complètement d'un côté ou de l'autre. À la fin, ça t'évitera de te faire massacrer. Il faut que tu m'aides. Je suis dans une merde noire, là. On vit dans la maison d'un trafiquant de drogue. C'est comme ça que tu prends soin de ta famille? Je travaille pour l'État, moi. Je travaille pour les douanes françaises. Je travaille pour toi. Il est dangereux, Marc, tu comprends? Vous allez comme tu manges, espèce d'enculé! Personne ne joue avec moi, t'as compris? La fiction s'empare des eaux troubles. Pour les auteurs et les réalisateurs, les relations flic-indique sont du pain béni. Michel Alexandre, ancien flic à la PJ, spécialisé dans la répression du banditisme et la lutte contre le trafic de stupéfiants, a troqué son flingue contre un stylo. Deux de mes films, L627 de Bertrand Tavernier et Le cousin d'Alain Corneau, sont autobiographiques, allez, on va dire à 95%. D'abord, ce que je voulais me garantir par rapport, d'abord pour L627, j'étais encore dans la police à l'époque, donc je voulais me garantir d'une certaine réalité. Le cousin, à un moment, je voulais parler justement du rôle du flic et de son informateur, et de vouloir montrer que souvent au cinéma, l'informateur, il est tout seul, avec une sale gueule dans une chambre d'hôtel bordélique, noire, dégueulasse. Non, l'informateur, il est marié, le malfrat, il est marié, il a des enfants. C'est pour ça que souvent, le braqueur, le matin, quand vous planquez chez lui, vous le voyez sortir à 7h du matin, à 7h30, il va conduire son bébé à la crèche, il ressort, il revient, il repart avec la petite gamine qui va amener à l'école, il ressort avec madame à 11h pour aller faire les courses au supermarché, voilà. Et puis, au bout de 15 jours, il va prendre son calibre, et là, il va aller braquer, parce que c'est son boulot de braquer. Dans Le cousin, réalisé par Alain Corneau, Michel Alexandre raconte les relations entre un flic et son indique. Nounours, l'informateur incarné à l'écran par Patrick Timsit, est un personnage qui a réellement existé. C'est quelqu'un qui existe toujours. C'était un de mes informateurs, un de mes meilleurs informateurs. Et c'est vrai qu'en arrivant chez lui un soir en grande banlieue, dans le 9-3, il était fou furieux parce que des jeunes avaient osé vendre du shit à ces gamines qui étaient au collège. Je dis, mais t'es fou, toi tu vends de l'héroïne, tu vends 150 grammes tous les soirs, et tu vas aller tuer le mec qui a vendu du shit à tes filles. Je dis, oui, mais ça c'est des salopards, je vais les tuer. Et il était parti encore plus loin en disant, maintenant en plus les filles je les retire de l'école publique, je vais les mettre dans le privé, donc ça va me coûter encore plus cher, l'école privée, et donc je vais devoir dealer encore plus pour pouvoir payer. Et j'ai dit, la vache, et là je me dis, un jour, il faudra raconter tout ça, parce que ça devient une espèce de délire. Et cette scène, dans Le cousin, donc on l'a avec les deux filles, qui sont d'ailleurs mes filles à l'époque, qui étaient toutes petites, les filles de l'informateur. Elles vont se coucher, évidemment, elles ne savent pas, les enfants, hein, ce que fait son père. Et à un moment, hop, il prend son calibre et il va dealer, parce qu'il est 23h, qu'il fallait dealer d'héroïne. Tu avais parlé des deux braqueurs? Vaguement, oui. Ça t'intéresse pas, tu me dis, il y a d'autres brigades.
T'as du nouveau? C'est pour samedi. Ils sont toujours 2. Je sais pas où ils vont taper, mais je me suis débrouillé qu'ils viennent ici s'approvisionner pour être en forme juste avant d'y aller. Samedi, et t'es sûr qu'ils vont monter au braco après? Tu parles que j'en suis sûr. Je dois leur fournir un calibre. Pas question. Arrête. Comme ça, ils seront vraiment obligés de passer ici avant d'y aller. Alors sans munitions, au moins. Évidemment. Les policiers peuvent parfois être manipulés par leur informateur. Là, c'est aux flics de faire bien son boulot. Il faut savoir qui on a en face de soi, vérifier quand même les informations qu'il donne, pourquoi il les donne, qu'est-ce qu'on va faire. Je crois que c'est aussi le métier du flic. Un flic, c'est pas un naïf. Dans Le Cousin, Michel Alexandre reprend tous les éléments de la réalité d'un flic de terrain. Informateur, guerre des polices, mais aussi différence entre ancienne école et police moderne. En tant qu'ancien flic, il puise donc dans son expérience personnelle pour alimenter la fiction. Mais l'actualité et les affaires récentes sont aussi d'excellentes sources d'inspiration. L'affaire Néré peut représenter en effet un bon sujet de polar. C'est entre le flic et son informateur. Ce serait peut-être Le Cousin version 2014-2015 du 21e siècle, avec des méthodes, sachant que là, par contre, c'est un patron. Si la réalité inspire la fiction, elle la dépasse parfois. Une histoire illustre mieux que toutes les autres à quel point la frontière entre le monde des flics et celui des voyous est mince, difficile à appréhender. Cette histoire, c'est celle de Bruno Papet, l'inspecteur de l'anti-gang, l'ancien collègue de Michel Néré. Pendant que lui court après les truands, son frère, Michel, est une figure du banditisme lyonnais. Impliqué dans de nombreuses affaires, Michel fréquente la plupart des prisons françaises à de nombreuses reprises. Sur sa route, il croisera de grands noms, des figures du grand banditisme comme Jacques Mérine. Les eaux troubles ne coulent plus entre deux mondes opposés. Elles réunissent flics et voyous au cœur d'une même famille. Ça commence à 18 ans. J'ai vu galérer mes parents, tous les gens qui sont de la génération de mon père. Et moi, je veux les choses tout de suite. J'ai envie du luxe, j'ai pas envie de bosser toute ma vie pour, à la retraite, avoir 3 fois rien, quoi. Alors voilà, j'ai connu des gens qui pouvaient me faire avancer dans ce style de vie. Et je suis parti dans cette direction, quoi. Il a pris un chemin détourné. À 18 ans, il est tombé pour un casse, un cambriolage. J'avais 15 ans. Je ne suis pas allé avec, pour différentes raisons. Mon frère dit que c'est lui qui m'a protégé. C'en est un autre qui n'a pas voulu de moi, parce que j'étais un gamin. 18 ans, 15 ans, c'est pas tout à fait pareil. En plus, il savait que j'avais pas le même tempérament. Pendant que Bruno évolue dans la police, Michel passe tous les grades du grand banditisme. Après les casses, le proxénétisme, il écope de 10 ans pour meurtre. Un règlement de compte entre voyous. La fracture s'est installée entre les deux frères, qui se suivent de loin sans vraiment se croiser. Pourtant, l'un et l'autre vont officier dans la même ville, Lyon. 2 frangins, il y en a un voyou, l'autre normalement il est voyou. Là il y avait un frangin voyou puis un frangin flic. Suspect tout ça. Qui aidait qui? Qui donnait un renseignement à qui? Alors là on faisait gaffe. Alors là c'était trouble, bien sûr que c'était trouble. Et quand on était ensemble, évidemment que c'était trouble, que c'était difficile et délicat. Alors chacun devait faire ses preuves de chaque côté. Michel a dû faire ses preuves de son côté. Alors, c'est à lui de l'expliquer mieux que moi, parce que j'étais pas là, j'étais pas présent. En tout cas, quand il était au trou, il a dû faire ses preuves, ça lui est arrivé. Et quand il était dehors aussi. Moi, ça a été très difficile à une certaine époque, parce que, attention, c'est le frère d'un flic, il va nous balancer, il va nous faire ci, bon, il fallait rentrer tout de suite dans l'art. Moi je balance, bah tiens, boum, boum, puis c'était le mitard, mais je m'en foutais. Je demandais à mes chefs de ne pas travailler sur les enquêtes où mon frangin était inquiété. Et puis mes chefs n'avaient pas envie non plus de me mettre sur une affaire où on allait pour arrêter mon frangin, ça n'est pas debout. Par contre, on aurait pu se trouver sur un flag. Lui en train de braquer une banque, je sors de la banque, puis moi je suis là sur le flag et je ne savais pas que c'était lui, par exemple. Bien. Alors Michel il disait, on aurait posé nos flags et on serait allé boire un coup. C'est finalement en 1995 que les deux frères rangent leurs flingues et finissent par se retrouver. La rencontre du flic et du voyou aboutit à l'écriture à 4 mains d'un livre retraçant leur vie respective, leur relation fraternelle bouleversée par ces destins opposés. Une fois encore, la fiction s'empare de la réalité et il ne faut pas attendre longtemps pour que leur histoire soit portée au cinéma. Le couple Canet-Cluzet, dirigé par Jacques Maillot, incarne à l'écran la fratrie Papet. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment le fait qu'ils soient frères. D'une certaine manière, chacun, je pense, aurait pu basculer
D'un autre côté, en fait, la frontière entre la loi et le hors-la-loi, elle est assez ténue. Et puis, je pense pour chacun, mais là, ça en donnait l'illustration de manière assez forte, quoi. Florence, est-ce que tu as le clap? En mars 2007, l'équipe des Liens du Sang est en tournage dans Lyon. C'est l'occasion pour les frères Papé de se retrouver comme conseillers techniques pour les scènes d'action, que ce soit les interventions policières, mais aussi les scènes de banditisme. La porte latérale de l'estafette, il traverse directement, il saute. Il faut être crédible. Hein. Il va se retrouver comme ça. Ça fait mal. Ah, pardon. Alors on va y aller tout doucement. Là. Action! Main sur la tête! Bouge pas! Main sur la tête! Bouge pas! Bouge pas! Les deux mains, j'ai dit! Les deux mains! Sur-le! Si vous voulez, souvent on a besoin de limites franches. Enfin, on pense toujours que les choses sont séparées, et alors qu'en fait souvent il y a des connexions plus souterraines et plus opaques, enfin, qui fait que c'est difficile de déterminer le bien et le mal comme ça de façon claire et nette. C'est possible dans les livres, entre guillemets, mais dans la réalité, c'est plus difficile. Et donc ça, c'est forcément un sujet fascinant. Avec les Liens du Sang et l'histoire des frères Papé, flics et voyous sont plus proches que jamais. La frontière entre les mondes est ténue et les eaux troubles bien réelles. L'affaire du commissaire Néré n'est quant à elle qu'une répétition de l'histoire. Une trame vieille comme le monde, où il est bien difficile de tracer des limites, de discerner le bien du mal. Pour certains flics, qui évoluent sur le fil du rasoir, il y a d'un côté la mort, de l'autre la prison. La fin justifiant à leurs yeux tous les moyens.